Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. L'enregistrement a commencé. Je crois que tu peux démarrer. Ouais, allez, on y va. Les dernières personnes qui arriveront prendront le fil. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier proposé dans le cadre de l'URRH, l'Université du Réseau des référents handicap. Merci à tous d'être présents. Cet atelier intitulé S'outiller avant de sortir d'un accord agréé. Voilà, nous sommes plusieurs intervenants. On va commencer par se présenter. Je suis moi, Caroline de Rosambeau, chargée de mission au sein de la direction de la mobilisation du monde économique et social, qui est la direction grand compte de la GFIP. Je vais désactiver, voilà, je désactive les micros, pardon. Direction donc grand compte. Nous accompagnons les entreprises de plus de 2000 collaborateurs et nous accompagnons toutes les entreprises qui sortent d'un accord agréé, qui sortent de ce dispositif des accords agréés. Notre directeur est Hugues Defoy. Et je suis accompagnée de Catherine et Carole et de trois personnes, trois entreprises qui nous font le plaisir de venir témoigner aujourd'hui de leur expérience donc de sortie d'accord agréé. Catherine, je te laisse te présenter. Merci Caroline. Donc Catherine Pommier, également à la direction de la mobilisation du monde économique et social, en charge de la relation entreprise et avec mes collègues, dont Caroline, mais aussi d'autres chargés de mission et des collègues conseillères en prestation. Je suis sur la thématique des entreprises qui sortent d'accords agréés et également sur la thématique de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et nous sommes accompagnés donc de Carole Delaporte. Carole. Alors bonjour, donc je suis conseillère en prestation, donc j'ai rejoint l'équipe Grand Compte pour l'instruction des demandes d'aide financière déposées par ces entreprises et également répondre aux questions sur l'offre de services et d'aide de la GFIP. Merci Carole. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir trois entreprises qui viennent aujourd'hui témoigner de leur expérience de sortie d'accord agréé et qui sont signataires d'une convention de service. Nous avons Marie Joly, qui est responsable diversité et inclusion au sein de Devoteam. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Nous avons Frédéric Maire, qui est responsable diversité et inclusion au sein de Bureau Veritas. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Et enfin, Jérémy Guillemet, qui est responsable de la mission handicap de Covea. Bonjour à tous. Bonjour Jérémy, et merci à tous Bonjour. les trois d'être là. Alors, sans plus tarder, on va commencer au sommaire de cet atelier. Quelques éléments de contexte d'abord. Ensuite, on vous présentera donc les réponses de la GFIP, à la fois l'offre existante et puis voilà, cette nouveauté depuis le 1er janvier 2024 qui est la convention de service. On vous expliquera ce qu'est cette convention de service. On vous expliquera aussi quel est le parcours que l'on propose aux entreprises, quelles sont les différentes étapes pour aller vers une convention de service et l'accompagnement que nous proposons. Nous vous présenterons également rapidement, voilà, pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, les aides, les services et l'accompagnement de la GFIP. Un petit focus aussi sur une autre convention qui est proposée, un autre type de partenariat, qui est la convention de développement de l'emploi, qui est proposée par la GFIP. Quelques chiffres. Et puis, voilà, on veut vraiment passer, prendre le temps d'écouter les entreprises et leur retour d'expérience. Donc, voilà, le témoignage de nos trois entreprises. Et puis aussi, on gardera un temps assez important de questions-réponses, voilà, pour essayer de répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est que vous repartiez avec des éléments pour bien comprendre quel est l'accompagnement de la GFIP. Ce qu'on vous propose, c'est de dérouler notre présentation dans un premier temps,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le fil de conversation et on prendra le temps vraiment à la fin pour répondre à toutes les questions. Alors, on va, rapidement passer sur les éléments de contexte, mais quand même les rappeler, hein. Donc depuis la réforme de l'obligation d'emploi qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020, donc il est toujours possible de conclure un accord agréé, mais la durée, est limitée à 6 ans maximum, hein, pour, permettre de donner cet élan, dans la construction de la politique handicap et ensuite, basculer, sur autre chose. Donc pour, les entreprises qui avaient déjà un accord agréé, en cours et donc les 1res sorties, on on va dire un peu significatives, ont commencé, le 31 décembre 2023, ce qui nous a amenés à proposer, aux entreprises ou aux groupes qui sortent d'accords agréés la convention de service et donc à faire en sorte que la convention de service démarre, le 1er janvier 2024 puisque, 75 accords, d'entreprise ou de groupe prenaient fin le 31 décembre 2023. On est sur un cadencement, qui fait que progressivement, voilà, il y a des vagues successives d'accords, qui, prennent fin, hein. Donc, fin 2024, 55 accords ont pris fin et puis, ainsi de suite, 2025, 2026 et puis probablement qu'à partir de 2027, on sera sur des volumes, plus, modestes. Ce qui change, avec la fin des accords agréés, bien, pour ceux qui n'étaient pas à 6 c'est le versement de la contribution aux organismes sociaux, URSSAF ou MSA et reversement à la GFIP et puis, le fait d'être éligible à l'ensemble des aides et services de la GFIP, puisque quand on est sous accord agréé et qu'on n'a pas atteint 6 l'ensemble des aides et services ne sont pas ouverts. Et puis, bien sûr, la question, est du devenir de la politique handicap quand on sort de l'accord agréé. Comment on va, poursuivre, ce que l'on a construit pendant les années d'accord et comment on va, faire en sorte que cela vive au-delà. Alors, avant de finalement de proposer, la convention de service, les attentes des entreprises avaient été recueillies à travers différents groupes de travail, notamment un groupe de travail qui avait été animé, par les services de l'État, la DGEFP et la GFIP et puis aussi un atelier qu'on avait fait à l'université du réseau des référents handicap à Lille en 2022 et les 3 idées forces qui étaient ressorties, c'était le besoin, d'avoir un fonctionnement, qui soit simple avec la GFIP et qui soit réactif, qui permette aussi d'avoir un interlocuteur unique parce que dans le schéma qui est le nôtre aujourd'hui, quand on dépose une demande d'aide à la GFIP, en fonction de son implantation géographique, la demande est dirigée vers la délégation régionale concernée. Donc là, l'idée, c'était aussi pour des grandes entreprises multisites d'avoir un seul interlocuteur à la GFIP. Et puis enfin, d'être accompagné pour permettre de s'approprier l'ensemble des aides et services de la GFIP parce que voilà, quand on est sous accord agréé et qu'on va basculer ensuite sur le post-accord, il y a cette nécessité de transposer ce que l'on faisait dans le cadre de l'accord et ce que l'on va trouver à la GFIP. Et donc, il y a aussi ce temps d'appropriation des aides et services de la GFIP pour bien identifier comment cette transition va s'opérer. Les réponses de la GFIP, eh bien Caroline, je te repasse le Oui, relais. les réponses de la GFIP. Alors d'abord, c'est tout ce qui existait, tout ce qui existe pour toutes les entreprises, ce qu'on appelle l'offre de conseil et d'accompagnement de la GFIP. Alors ça comprend pas mal de choses. D'abord, bien ce réseau que la GFIP anime à la fois, donc réseau des référents handicap, animé à la fois dans nos régions, donc par nos délégations régionales pour les entreprises de leur secteur géographique, et puis au niveau national. Et voilà, cet événement de l'université en est un bel exemple d'animation de ce réseau. Nous proposons aussi des modules de professionnalisation sur notre plateforme de services d'appui à la professionnalisation avec voilà, pas mal de modules qui sont proposés à la fois en e-learning ou voilà, en distanciel animé par la GFIP. Un centre de ressources avec ce qu'on va appeler nos outils sur étagère, plein
voilà, de ressources qui peuvent vous être utiles pour animer votre mission handicap. Un accompagnement aussi qui est possible dans votre politique handicap, à la fois pour faire un état des lieux via ce diagnostic action que la GFIP propose, et puis un accompagnement aussi dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc voilà, ça c'est tout ce qui existe pour toutes les entreprises et que la GFIP propose. Depuis le 1er janvier 2024, pour les entreprises qui le souhaitent et qui remplissent certaines conditions, on va les voir juste après, nous proposons donc une convention de service qui est un partenariat pour simplifier la mobilisation de nos aides et de nos services. Et c'est vraiment l'objet de cet atelier, c'est de vous présenter cette convention de service. Alors, la convention de service, c'est pour qui? C'est prioritairement pour les entreprises qui sortent d'un accord agréé, mais ça peut être aussi pour les autres entreprises qui le souhaitent et qui respectent certaines conditions. Les conditions sont les suivantes. C'est d'abord de disposer d'un référent handicap, ce qui est en général votre cas, puisque c'est inscrit désormais dans la loi. Hein, les entreprises de plus de 250 salariés doivent désigner un référent handicap. Donc, quand on sort d'accord agréé, en général, voilà, c'est plutôt des entreprises, des grandes entreprises, donc elles disposent d'un référent handicap. La deuxième condition, c'est de disposer d'un interlocuteur pour piloter le partenariat avec la GFIP, puisque on met, nous, à votre disposition un interlocuteur qui est un chargé de mission. Et voilà, dans les entreprises, il faut qu'on ait un interlocuteur. Alors, en général, c'est le référent handicap, mais ça peut être quelqu'un d'autre en fonction de l'organisation de l'entreprise. La troisième condition, c'est de disposer d'une politique handicap structurée dans le cadre d'un plan d'action portant sur l'ensemble des axes d'une politique handicap et affichant un objectif de progression du taux d'emploi. L'objectif, c'est bien que la fin de l'accord agréé ne signe pas la fin de votre politique handicap. On veut s'assurer que vous avez le souhait de pérenniser votre politique handicap, bien que votre agrément s'arrête. Alors, ça peut se formaliser sous différentes, de différentes façons, hein, via un accord non agréé, par exemple, ou via une feuille de route, un plan d'action. La dernière condition est un avis du comité social et économique ou une information au comité de groupe, pour les groupes, dans le cadre de la poursuite du dialogue social. L'objectif là, c'est aussi que le dialogue social ne s'arrête pas avec la fin de l'agrément. Voilà, on veut que les partenaires sociaux continuent à s'impliquer dans la politique handicap de vos entreprises ou de vos groupes. Et donc, on vous demandera, si vous souhaitez aller vers une convention de service, voilà, un avis du comité social et économique pour les entreprises ou une information au comité de groupe pour les groupes. Alors, la convention de service, c'est quoi? Je te laisse prendre le relais, Catherine. Oui, tout à fait. Donc, la convention de service, slide suivante. pardon, ouais, voilà. La convention de service, eh bien déjà, ce que ce n'est pas, eh bien, ce n'est pas une convention qui est assortie de moyens financiers, comme par exemple la convention de développement de l'emploi, et puis ce ne sont pas non plus de nouvelles aides de la GFIP. Donc la convention de service, elle est vraiment bâtie pour vous permettre de mieux mobiliser l'offre de services de la GFIP et d'être l'interlocuteur de proximité pour le traitement de nos aides et les questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure que vous êtes amené à mobiliser des aides et services de la GFIP. C'est aussi la possibilité de mobiliser directement certaines aides de la GFIP ou certains services qui sont hors convention de service sur prescription. Prescription de Cap Emploi, de France Travail ou des missions locales. Et bien là, avec la convention de service, c'est possible de les mobiliser directement. On pense bien sûr, par exemple, aux études ergonomiques ou aussi à l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle, qui est une aide prescrite. Bien sûr, si vous avez des habitudes de travail avec Cap Emploi, par exemple, et que vous
vous avez le souhait d'être intermédié par Cap Emploi, c'est tout à fait possible sous convention de service. Mais voilà, vous pouvez aussi mobiliser directement. C'est aussi engager les actions sans attendre l'accord de la GFIP. Alors sur ce plan-là, depuis le 1er janvier 2024, et ce pour toutes les entreprises, il est possible de bénéficier du délai de rétroactivité et de présenter une facture sans attendre l'accord de la GFIP si on est dans un délai maximum de 6 mois. Et puis enfin, avec la convention de service, c'est aussi la possibilité de mobiliser des options que l'on va détailler juste après, l'option enveloppe dédiée à l'adaptation des situations de travail et l'option démarche confiance. Alors, si on s'attarde un peu plus sur l'enveloppe AST, donc adaptation des situations de travail, l'idée est de disposer d'une enveloppe financière qu'on dimensionne en début de période en fonction de la consommation passée pour pouvoir, pour vous permettre de financer les adaptations de situations de travail directement sans avoir à déposer un dossier de demande d'aide à la GFIP sur la plateforme digitale. Donc cette enveloppe financière est débloquée au départ avec 50% de la subvention annuelle donc au démarrage et ensuite 25% à mi-année et 25% à fin d'année. L'enveloppe financière AST, elle est dimensionnée sur une année. La convention, elle est sur 3 ans. Si on souhaite recourir l'année suivante de nouveau à l'enveloppe financière, eh bien, on va rediscuter du montant et puis on repart pour une nouvelle année. On peut aussi décider d'en sortir et puis rester sur la convention de service sans enveloppe. Cette enveloppe, elle peut s'avérer éventuellement insuffisante en termes de montant. Il est donc possible en cours d'année de la réévaluer s'il y a des besoins supplémentaires qui n'ont pas pu être projetés au départ. Pour gérer cette enveloppe financière qui correspond finalement à une avance en trésorerie, eh bien, on propose un parcours d'appropriation avec un atelier approfondi sur l'adaptation des situations de travail, de manière à sécuriser les personnes qui vont être en charge du suivi de l'enveloppe et pouvoir voir tous les cas de figure finalement et connaître à fond tous les tenants et les aboutissants de cette aide, puisque à travers l'enveloppe, ce n'est que l'équivalent de l'aide. Pour nous permettre de suivre la consommation de l'enveloppe, on a un système de reporting trimestriel sur un tableau Excel aujourd'hui, qui peut-être évoluera dans le futur, mais en tout cas aujourd'hui c'est une matrice Excel. Et on fait donc le point tous les trimestres pour à la fois bien voir comment l'enveloppe est consommée et puis nous permettre nous aussi de faire la réconciliation budgétaire avec l'équivalent de l'aide adaptation des situations de travail. On pratique des contrôles a posteriori sur échantillonnage pour s'assurer du bon respect des principes d'intervention de la GFIP. Ce qui est imputable à l'enveloppe, ce sont donc tous les aménagements de poste dont la part finançable par la GFIP, c'est-à-dire la partie compensation du handicap, est inférieure ou égale à 5 000 €. Pour des aménagements de poste dont la part est supérieure, enfin dont la part finançable par la GFIP est supérieure à 5 000 €, il faut déposer une demande d'aide sur la plateforme digitale de la GFIP et c'est l'équipe grand compte qui instruira la demande. On rappelle au passage que dans le cadre de l'adaptation des situations de travail, les montants sont dans 85% des cas inférieurs à ce montant de 5 000 €, ce qui permet à travers l'enveloppe de gérer la très grande partie des aménagements de poste. La deuxième option que l'on propose, c'est la démarche confiance. La démarche confiance, le principe, c'est de vous proposer de professionnaliser les collaborateurs dans l'entreprise qui vont déposer des demandes d'aide sur le portail de la GFIP en leur proposant un parcours d'habilitation qui va permettre, à travers des ateliers approfondis sur chacune de nos aides, de bien maîtriser tous les tenants et les aboutissants de ces aides. Ce qui permet, une fois ce parcours d'habilitation réalisé, de déposer la demande et à la GFIP de valider en confiance la demande sans instruire celle-ci, puisqu'on considère que la personne qui a déposé l'aide a déposé la bonne aide à bon escient.
Bien évidemment, au départ, on fonctionne en doublon, hein, pour là aussi sécuriser l'entreprise et puis pour permettre bien sûr de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au-delà des ateliers approfondis que l'on a pu faire. Et dans cette démarche confiance, eh bien, toutes les aides et services sont concernés par cette démarche confiance, qui peut éventuellement se cumuler avec l'option enveloppe AST ou pas, c'est au choix de l'entreprise. Je précise que le périmètre, hein, de la convention de service porte sur les aides employeurs, toutes les aides employeurs, sauf la reconnaissance de lourdeur du handicap, qui est gérée sur un système de gestion distinct et qui fait l'objet d'une instruction de la part de nos délégations régionales. Les aides à la personne, par exemple l'aide au déplacement ou l'aide aux prothèses auditives ou l'aide technique, sont des aides qui ne sont pas incluses dans le périmètre de la convention de service et donc qui restent gérées, instruites par nos délégations régionales et qui sont à déposer par les personnes ou par un tiers, ça peut être l'entreprise, ça peut être Cap Emploi, lorsqu'il y a un mandat d'intermédiation. Donc voilà pour les deux options, enveloppe dédiée à l'adaptation des situations de travail et démarche confiance. Un petit mot sur les étapes. Les étapes. Alors, je vois qu'il y a des questions déjà, on va y répondre, hein. J'ai commencé à y répondre dans le fil de discussion sur certaines, mais on va répondre à vos questions juste après. Les étapes pour les entreprises. Alors, chaque année, la GFIP, du coup, contacte toutes les entreprises qui sortent en fin d'année. Voilà, donc là, nous sommes en 2025 et nous allons contacter toutes les entreprises qui vont sortir au 31, enfin, qui vont sortir d'accord agréé au 31 décembre 2025. Et nous les contactons pour leur proposer un parcours d'information d'abord, via alors, un premier webinaire où l'on présente les modalités d'accompagnement de la GFIP, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, auprès de vous, donc un webinaire de présentation de la convention de service. Nous proposons aussi un autre webinaire sur les aides et les services de la GFIP parce que voilà, certaines entreprises qui sortent d'accord agréé ne connaissent pas du tout la GFIP puisqu'elles ne sollicitaient pas du tout la GFIP dans le cadre de leur accord. Et donc, nous proposons un webinaire de présentation générale de toutes les aides et de tous les services de la GFIP. Ensuite, nous proposons des ateliers thématiques sur chacune des aides et des services de la GFIP, alors sur les aides à l'employeur, sur aussi les aides aux personnes, comme vient de l'indiquer Catherine, même si ces aides aux personnes ne seront pas traitées par l'équipe entreprise grand compte, on vous présente ces aides afin que vous ayez tous les éléments à votre sortie d'accord. Nous proposons aussi un atelier sur nos services d'études ergonomiques et d'appui spécifiques, et puis un atelier de présentation de notre plateforme digitale. Comment créer un compte, comment déposer un dossier, etc. Ce qui vous permet d'avoir voilà, un regard éclairé pour prendre une décision sur votre volonté ou non, votre souhait ou non d'aller vers une convention de service avec ou sans option, ou de rester dans le circuit standard, sachant que cette convention de service, c'est vraiment une proposition que l'on fait aux entreprises qui sortent d'accord agréé. Ce n'est pas du tout une obligation. C'est vraiment en fonction de l'organisation de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui voilà, font le choix de rester dans le circuit standard et de passer par nos délégations régionales. C'est vraiment une proposition. Si vous faites le choix d'aller vers une convention de service, alors on vous propose aussi des entretiens en bilatéral, hein, avec un chargé de mission pour parler plus spécifiquement de votre entreprise ou de votre groupe, de votre organisation, et voilà, pour essayer de vous éclairer au mieux sur telle ou telle option, par exemple. Et donc, voilà, vous faites le choix de la convention de service avec ou sans option. Le passage donc vers le CSE ou le comité de groupe est obligatoire, et ensuite le parcours de professionnalisation si vous faites le choix de l'une ou l'autre ou les deux options, jusqu'à la signature de la convention de service. Voilà un peu le parcours que l'on propose aux entreprises. Pour nous contacter, nous avons une adresse mail dédiée qui est grandcompte au pluriel
tout attaché, @agfi.asso.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail si vous avez d'ores et déjà des questions ou si vous souhaitez un entretien avec l'un d'entre nous. Vous pouvez tout à fait nous contacter via cette adresse mail. Et puis, une ligne téléphonique également, 01 46 11 00 06 pour rejoindre l'équipe Entreprise Grand Compte. Ce que je propose, pardon, Carole, c'est peut-être qu'on réponde aux quelques questions qui concernent plus spécifiquement la convention de service avant de passer à la présentation des aides et services. Alors, il y avait une question sur, voilà, faut-il forcément avoir une convention de service pour bénéficier de l'enveloppe AST? Donc, la réponse est oui. Il faut forcément signer une convention de service pour bénéficier de cette enveloppe. Ça ne peut pas se faire hors convention de service. La convention de service doit-elle obligatoirement durer 3 ans? Alors, elle est signée pour 3 ans, en effet, année par année, avec tacite reconduction chaque année. Toutefois, si l'entreprise constate que finalement cette convention n'est pas adaptée à son organisation, elle peut tout à fait y mettre fin avec un délai évidemment de résiliation avant la date d'échéance. Mais voilà, dans l'idée, elle est signée pour 3 ans. Il y a une autre question sur les intervenants ergonomes et prestataires techniques mobilisables dans le cadre de l'enveloppe AST. Sont-ils ceux que les Cap Emploi recommandent ou peuvent-ils être ceux que l'entreprise sous accord mobilisait auparavant? Tout est possible, c'est-à-dire que vous pouvez… d'abord, la convention de service ne doit pas vous empêcher d'être accompagné par les Cap Emploi. Au contraire. C'est-à-dire que si vous avez déjà des accompagnements avec les Cap Emploi, il faut poursuivre cet accompagnement. C'est vraiment eux les experts sur le terrain et c'est eux qui vous accompagnent dans les situations individuelles. Ils peuvent vous proposer, en effet, vous recommander des ergonomes. Si l'entreprise souhaite passer par son propre ergonome, c'est possible aussi. Après, la GFIP propose un service d'études ergonomiques, mais je crois que Carole va en parler un petit peu juste après. Si il y a besoin d'une prise en charge de ce service d'études ergonomiques, il faut impérativement, pour le coup, passer par les prestataires de la GFIP, puisqu'on intervient dans le cadre d'un marché. Et donc, nous avons nos propres prestataires, sachant que l'étude ergonomique est mobilisable auprès de la GFIP dans certaines conditions. Voilà, pour un risque d'inaptitude, etc. Une autre question, s'agissant de l'enveloppe option AST, l'entreprise bénéficie de l'enveloppe dès la première année de la convention. Y a-t-il un certain délai pour pouvoir y accéder? Non, si vous faites le choix de cette enveloppe, dès la signature de la convention de service, vous bénéficiez de cette enveloppe et donc on vous verse une première échéance de 50% dès la signature de la convention de service. Une question aussi sur le périmètre de la convention de service. Alors le périmètre, donc ça peut être la convention de service d'entreprise ou une convention de service de groupe, donc incluant plusieurs entreprises, et ça va être à l'identique du périmètre de l'accord agréé. Vous étiez sous accord agréé d'entreprise, on peut basculer vers la convention de service entreprise, de même pour le groupe, avec éventuellement quelques aménagements autour du périmètre de groupe en fonction de l'évolution, bien sûr, de ce groupe. On a une question aussi sur les diapos, donc elles seront mises à jour, elles seront à disposition de l'ensemble des participants. Alors peut-être pas tout de suite après la présentation, mais assez rapidement, hein. On verra. Comment est géré le… Oui, vas-y, Caroline. Vas-y. Non, ouais. Les liens d'inscription vers les ateliers qui sont évoqués, oui, vous recevrez, si vous sortez d'accord cette année, donc en fin d'année, vous allez recevoir d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près, un mail vous proposant tout ce parcours de webinaires, d'ateliers, etc., avec en effet des liens d'inscription. Hein, donc vous recevrez. Si jamais vous ne recevez pas ce mail, n'hésitez pas à nous contacter via l'entreprise, via l'adresse mail, grandcompte@agfi.asso.fr. Et combien de temps avant la fin de notre accord on est contacté pour lancer ces démarches? Eh bien voilà, vous êtes contacté
au cours du deuxième trimestre à peu près, pour vous proposer ce parcours. Comment est géré le reliquat de l'enveloppe AST lorsque toute la somme de l'enveloppe n'a pas été dépensée? Eh bien, nous reportons sur l'année suivante. C'est-à-dire que quand vous avez l'enveloppe AST, d'abord, on fait des bilans régulièrement avec vous, tous les trimestres. On fait un bilan, mais nos entreprises vont pouvoir en témoigner tout à l'heure. On fait des bilans avec vous pour voir comment vous dépensez cette enveloppe, voilà, si vous imputez les bonnes dépenses, etc. Et on fait un bilan, évidemment, chaque fin d'année. Et s'il y a éventuellement un reliquat, on le reporte sur l'enveloppe suivante, sur l'année suivante. Voilà. Donc, on a répondu à peu près à toutes les questions. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Carole, te laisse la main. Alors, donc, l'offre de la GFIP, elle se compose d'un ensemble d'aides, de services et d'accompagnement et elle vise en fait prioritairement à compenser le handicap. Donc, elle est soumise à plusieurs principes. Donc, elle s'adresse aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de l'article L 5212-13 du Code du travail ou à celles ayant déposé une demande de reconnaissance, c'est-à-dire titulaire d'un accusé de réception d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé établie par la maison départementale des personnes handicapées. Donc, elle s'adresse aussi aux employeurs de droit privé ou relevant du droit privé et aux travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc, la GFIP, elle intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun qui peuvent être d'origine légale ou extralégale, c'est-à-dire sécurité sociale, mutuelle, prestations de compensation du handicap, fonds départemental de compensation, accords agréés, obligations de l'employeur en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Par exemple, une personne en situation de handicap sollicite pour une aide à l'achat d'un appareillage auditif. La GFIP, pour calculer le montant de son aide financière, va lui demander des financements obtenus auprès de la sécurité sociale mutuelle. Voilà. Donc, les aides proposées par la GFIP, elles ne sont pas accessibles de droit. Leur délivrance n'est pas automatique. Il y a des critères d'attribution propres à chacune. Donc, les aides appelant une expertise du besoin ou nécessitant un examen des possibilités de réponse ouvertes par le droit commun, donc font l'objet d'une prescription par un conseiller, donc soit France Travail, Cap Emploi, Mission locale ou par la GFIP elle-même, mais excepté donc dans le cadre de la convention de service. Par exemple, il y a l'aide à l'accueil et à l'intégration qui est une aide prescrite. Eh bien, une entreprise signataire d'une convention de service peut activer cette demande d'aide financière sans passer par une prescription obligatoire. Donc, les aides de la GFIP, elles peuvent être sollicitées donc, de façon rétroactive, donc sans dépasser un délai de 6 mois entre la date de démarrage de l'action et le dépôt de la demande. Pour autant, nous vous conseillons quand même de déposer vos demandes en amont de l'action. Donc, plusieurs offres, aides ou services ayant un objet identique ne peuvent être cumulés. Par exemple, une entreprise qui embauche une personne en situation de handicap pour un CDD de 3 mois, pour laquelle il lui faut un aménagement de sa situation de travail, par exemple un fauteuil ergonomique, eh bien, elle peut, dans certaines régions, disposer d'une plateforme de prêt pour ce siège. Elle ne pourra pas, en plus, bénéficier donc de l'aide à l'aménagement des situations de travail pour le financement de ce siège ergonomique. Alors, on va rentrer un petit peu dans succinctement la présentation des aides. Donc, alors, les aides financières aux entreprises. Donc, ces aides financières aux entreprises, elles seront donc en partie traitées par l'équipe Grand Compte, sauf l'aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap qui, elle, sera traitée par la délégation régionale. Alors, nous avons donc l'aide à l'adaptation des situations de travail qui a, elle, pour objectif donc, de permettre, c'est l'adaptation du poste de travail de la personne en situation de handicap dans le cadre d'un accès à l'emploi ou d'un maintien dans l'emploi. Et la participation de la GFIP, elle participe au financement des moyens qui vont permettre de réduire l'écart entre les exigences de la situation de travail et l'état de santé de la personne en situation de handicap.
Il y a l'aide à la recherche et à la mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l'emploi des salariés handicapés. Alors, cette aide, à ce jour, elle est suspendue jusqu'à la date du 31 décembre 2025. Sinon, c'était une aide qui était destinée à financer des frais occasionnés par la recherche de solutions et ou la mise en œuvre d'une solution de maintien dans l'emploi. Nous avons donc l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle, qui est donc, c'est apporter un appui financier sur les mesures prises par l'employeur pour sécuriser la prise de fonction du fait du handicap. Donc, elle vient en complément du dispositif déjà existant au sein de l'entreprise pour tout accueil d'une personne. Donc, les aides à l'alternance, donc, elles ont pour objectif d'encourager les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap en contrat d'apprentissage ou bien de professionnalisation. Donc, ces aides, elles sont proratisées selon la durée du contrat et la durée minimum est d'une durée de 6 mois. Vous avez l'aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc là, c'est compenser financièrement les charges importantes supportées par une entreprise du fait des conséquences du handicap d'une personne sur la tenue de son poste de travail après la mise en place de l'aménagement optimal de la situation de travail. Donc ensuite, nous avons les aides financières aux personnes. Donc ces aides financières aux personnes, ce sont des aides qui sont donc la demande d'aide financière, elle sera traitée par la délégation régionale, comme Catherine vous l'a dit, et elle est au nom de la personne. Le titulaire de la demande financière, c'est la personne en situation de handicap. Donc, l'aide au déplacement en compensation de handicap, c'est une aide qui est destinée à prendre en charge les surcoûts des déplacements en lien avec le handicap. Donc, il peut s'agir d'équipements adaptés à installer sur le véhicule individuel de la personne en situation de handicap. Ça peut être une aide pour les transports adaptés parce que la personne a des difficultés à se déplacer en raison de son handicap. Donc, vous avez l'aide prothèse auditive, qui est de compenser par un appareillage auditif les difficultés que peut rencontrer une personne déficiente auditive. Vous avez l'aide technique à la compensation du handicap, donc qui est de compenser le handicap grâce à des moyens techniques afin de favoriser l'autonomie de la personne handicapée. Alors, cette aide technique, si l'aide technique en soi est en lien direct avec le poste de travail de la personne, l'aide technique, elle sera donc là prise en charge dans le cadre de l'aide à l'adaptation des situations de travail. Dans l'aide technique en compensation d'handicap, ça peut être par exemple une aide pour l'acquisition d'un fauteuil roulant. La personne, elle s'en sert pour venir travailler, elle s'en sert dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, ça favorise son autonomie. Alors ensuite, les services. Donc les services, en fait, ils sont délivrés par des prestataires qui sont retenus dans le cadre d'appels d'offres organisés par la GFIP. Donc vous avez les prestataires d'appui spécifiques. Donc c'est apporter un appui expert permettant donc d'identifier précisément les conséquences du handicap et les moyens de le compenser. Alors ces prestataires, ce sont des boîtes à outils justement pour les conseillers Cap Emploi. Donc, effectivement, tout à l'heure, la question était posée, est-ce qu'on suit les recommandations de Cap Emploi? Vous pouvez suivre les recommandations de Cap Emploi parce qu'en fait, les services proposés par la GFIP, ça va être des services, ce sont des services gratuits. Et ce sont des boîtes à outils qui sont mises à disponibilité des conseillers Cap Emploi. Donc, pour les services d'appui spécifiques, les déficiences couvertes sont visuelles, auditives, psychiques, moteurs, maladies chroniques invalidantes et troubles de neurodéveloppement. Et nous avons aussi les études ergonomiques. Alors, quand on parle ici d'études ergonomiques, on ne parle pas de l'étude ergonomique réalisée par le service de prévention de santé au travail. Parce qu'effectivement, lorsque vous rencontrez lorsque le médecin du travail préconise une étude ergonomique, il va d'abord solliciter son service de prévention de santé au travail. Ensuite, ces adaptations seront validées ou pas par le médecin du travail. Si le médecin du travail, le service de prévention de santé au travail et le conseiller Cap Emploi ne trouve pas de solution à cette situation d'aménagement des situations de travail, c'est là que le prestataire étude ergonomique de la GFIP sera sollicité pour intervenir.
Et donc, tout au long de, de- de- de ce circuit, vous pouvez bénéficier donc de l'accompagnement de Cap Emploi. Donc, en fait, Cap Emploi, le conseiller Cap Emploi, il peut vous accompagner dans le recrutement d'une personne en situation de handicap, dans le cadre de son intégration et dans le cadre de son maintien dans l'emploi. Par exemple, le conseiller Cap Emploi peut vous aider dans la recherche et présentation de candidats et aussi analyser les situations de handicap et donc les moyens de le compenser et activer donc les aides de la GFIP et autres services pour vous aider à résoudre cette situation de handicap. Alors, est-ce que j'ai été claire? Il semblerait. On essaye de répondre à Oui, oui, quelques très clair. questions en même temps avec Catherine Alors, dans le fil de oui, discussion. Voilà. donc nous en sommes où? Alors, Ah, Je crois qu'on a répondu Alors, aux questions. oui, je pense Ouais. qu'on a, alors on a oui, répondu, je pense, à la d'accord. majeure partie des questions. Je vois que l'heure tourne, Oui. donc je vais un petit peu accélérer pour laisser plus de place parce que c'est vraiment l'objet hein, de vous permettre d'écouter les 3 témoignages d'entreprise. Donc, on a sur cette diapo une vision un peu panoramique, on va dire, hein, à la fois de tout ce qui est proposé en complément, bien sûr, de l'offre de services de la GFIP, et on vient de parler donc des aides et services, que ce soit en termes d'outillage, hein, puisqu'on met à disposition sans coût pour l'entreprise un certain nombre d'outils, le centre de ressources, les jeux tels que Active Game, Andy Poursuite, etc. Le dernier jeu RQTH, mais aussi tous les services en ligne, l'autodiagnostic, le simulateur, etc. Bien sûr, l'accompagnement qui va permettre à la fois de co-construire un plan d'action, éventuellement de bénéficier d'un diagnostic action en amont de la construction d'une politique handicap, mais aussi à la sortie d'un accord agréé. Ça peut parfois être nécessaire, hein, c'est pas systématique, mais c'est à voir en opportunité. Notre plateforme d'appui à la professionnalisation avec tous les modules que nous proposons, modules de professionnalisation, tant sur les thématiques maintien dans l'emploi, bonne connaissance de l'obligation d'emploi, etc., mais aussi des modules en auto-formation. Et d'ailleurs, il y en a un qui est consacré à la convention de service, et puis il y en a un aussi sur l'adaptation des situations de travail. On vous encourage vivement à les consulter. Et puis, bien sûr, le réseau des référents handicap qui vous permet, à travers différents rendez-vous tout au long de l'année, dont celui de l'université du réseau des référents handicap, d'être en contact, de partager vos expériences, de participer à un certain nombre d'ateliers, etc. Un mot très très rapide sur la convention de développement de l'emploi. La convention de développement de l'emploi, elle a été rénovée récemment par nos administrateurs pour permettre aussi son adaptation dans le profil des entreprises qui sortent d'accords agréés. Donc c'est bien une convention qui peut venir en amorce de la construction d'une politique handicap, dans l'installation d'une politique handicap et puis aussi dans le renforcement de cette politique handicap au sortir d'un accord. Elle est assortie éventuellement d'une contrepartie financière, donc un cofinancement de la GFIP, et va venir financer des éléments qui ne sont pas dans l'offre de service de la GFIP. Donc, c'est bien quelque chose de complémentaire à l'offre de service de la GFIP, avec une durée de 3 ans qui peut éventuellement être renouvelée en fonction du contexte de l'entreprise ou du groupe. Il s'agit, comme il y a une contrepartie financière, hein, souvent, en tout cas le plus souvent, c'est bien d'avoir un engagement du côté de l'entreprise ou du groupe qui va être d'accroître significativement le taux d'emploi. Et donc, il y a vraiment des engagements forts à travers cette convention de service de part et d'autre à la signature. Tout de suite, peut-être pour vraiment juste vous donner, avant de faire témoigner nos entreprises, hein, quelques chiffres. 75 accords agréés qui ont pris fin en 2023, 55 en fin 2024. Et à ce jour, donc, nous avons 48 conventions de services qui ont été signées, avec une majorité de conventions qui sont avec l'option enveloppe AST,
Voilà pour ces quelques chiffres et ce propos introductif. Tout de suite, la parole aux entreprises. Voilà, on va donner la parole à nos entreprises qui nous font le plaisir d'être là pour témoigner de leur sortie d'accord agréée et de leur signature de convention de service. Alors, nous avons 3 entreprises qui viennent témoigner. Nous avons Devoteam avec Marie Joly qui est donc responsable diversité et inclusion. Devoteam qui a fait le choix d'une convention sans option. Elle va nous expliquer pourquoi ce choix. Nous avons Bureau Veritas avec Frédéric Maire qui est responsable diversité et inclusion, qui a fait le choix d'une convention avec l'option enveloppe AST. Et enfin, nous avons Covea avec Jérémy Guillemet, responsable mission handicap, qui a fait le choix d'une convention avec l'option démarche confiance. Voilà, ils vont tous les 3 nous expliquer pourquoi ces choix. Alors d'abord, on va leur laisser la parole pour se présenter. Marie, est-ce que vous pouvez d'abord voilà, vous présenter, nous présenter rapidement votre entreprise, secteur d'activité, votre effectif, vos implantations, éventuellement le nombre de POTH, le taux d'emploi, combien d'accords agréés vous avez eu avant d'en sortir, et puis quelle est l'organisation de votre mission handicap? Est-ce que vous êtes centralisé, décentralisé? Est-ce que vous êtes accompagné ou vous étiez accompagné par les Cap Emploi? Et puis, quelles ont été vos premières démarches pour anticiper votre sortie d'accord? Marie, Bien on sûr, vous laisse. Caroline. Donc, rebonjour à tous. Marie, comme l'a dit Caroline, je suis responsable de la diversité et de l'inclusion pour la France et référente de la mission handicap chez Devoteam. Donc, Devoteam, en quelques mots, donc on est une ESN, donc une entreprise de service du numérique. Peut-être que vous connaissez plus l'appellation SS2I. Donc, notre activité, c'est depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans leur transformation technologique sur des métiers d'expertise technique, d'architecture, mais aussi de pilotage de projet. Donc, nous sommes un groupe de 10 000 collaborateurs en France, dans le groupe et 4 200 en France. Notre siège social, il est basé à Levallois-Perret, mais nous avons aussi une implantation en région sur différentes villes, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Niort et Lille. Et notre particularité de notre activité, c'est vraiment que plus de la moitié de nos collaborateurs, ils sont en mission chez nos clients. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le scope et l'activité de Devoteam. Donc si on rentre un peu plus dans le détail sur le sujet du handicap, donc nous avons actuellement 78 BOTH et on a un taux d'emploi de 1,50 qui a du mal à décoller. En termes d'accord, donc on est sorti d'accord au 31/12/2023 et on avait pu bénéficier de 3 accords successifs, plus de 9 ans d'accords. Depuis, on a une politique handicap France qui reprend principalement 4 grands axes autour du recrutement, du maintien dans l'emploi, la sensibilisation et du recours aux EA. Si on rentre un peu plus en détail sur la mission handicap et comment on est organisé, donc aujourd'hui, je suis seule sur ce rôle-là. On n'a pas encore de référent, donc c'est en cours de construction en termes sur ce sujet-là, mais à ce jour, je suis seule. Je suis basée à Toulouse et comme je vous l'avais dit, donc j'ai le scope France. Donc, Caroline, vous m'aviez demandé comment en fait on a pu anticiper la sortie d'accord et quelles ont été nos premières démarches. Donc déjà, ça a été de contacter la GFIP parce qu'on était un peu perdus pour comprendre l'écosystème parce que c'est vrai que quand on est sous accord, nous, en tout cas, on avait un fonctionnement un peu isolé. On avait nos propres ergonomes, nos propres fournisseurs. Donc, on fonctionnait vraiment avec nos habitudes et on ne sollicitait jamais les Cap Emploi, jamais les AGFIP. Enfin, on était vraiment autonome dans notre gestion de notre maintien dans l'emploi, notamment. Et on voulait comprendre, en fait, quel était vraiment le mode nominal et comment s'y intégrer. Comment faire pour pour financer des parties du matériel ergonomique, quelles sont les aides possibles.
Et en parallèle aussi, on a fait un travail avec les affaires sociales pour bien sûr construire et être dans une continuité de la nouvelle politique handicap. C'était très important aussi de rassurer nos collaborateurs sur le fait que on n'allait pas arrêter ce sujet parce qu'on sortait d'accord. Donc, il fallait vite aussi montrer aux différentes instances qu'il y avait une continuité. Et aussi, en même temps, c'était se former et comprendre comment on fonctionnerait demain. Super, merci Marie. Avec Même question pour Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous présenter également Bureau Veritas et votre organisation? Oui, bien sûr. Donc pour ma part, je suis responsable de la mission handicap et responsable diversité et inclusion depuis le mois de septembre de l'année dernière. Pour ce qui est de Bureau Veritas, nous sommes un des leaders mondiaux de l'inspection, des tests et de la certification, avec la mission pour notre part de bâtir un monde de confiance. On est 84 000 dans le monde, 10 000 en France. Et très concrètement, on va chez nos clients, on inspecte leurs locaux, leurs produits, les infrastructures, les bâtiments, tous les processus aussi, de façon à les certifier ou pas, au regard de différents critères. Ça peut être leurs propres critères, mais ça peut être aussi des critères internationaux de qualité, d'hygiène, de sécurité, d'environnement, en fonction de l'objet qu'ils nous ont demandé. Pour ce qui est de BV France, on est un groupe d'une quinzaine de sociétés avec chacune des implantations et puis certaines implantations sont communes, mais on est au moins sur 150 lieux en France, ce qui est pour nous à prendre en compte dans notre organisation, y compris de la mission handicap, parce que chaque site a son propre médecin du travail. Donc ça donne un gros volume d'informations et des interlocuteurs extrêmement divers. En termes de handicap, on a eu 3 accords. On est sorti au 31/12/23 de notre dernier accord. Le premier a été étendu, donc nous, ça a été sur une période de 10 ans et ça a permis de faire passer le taux d'emploi de 2 à 4%, un tout petit peu moins de 4%, puisque c'était 3,97. Comme ma collègue d'avant, on a fait à la sortie, on a fait une politique handicap qui pour nous sera tournée autour du recrutement, du maintien, du suivi des RQTH et de promouvoir la reconnaissance de travailleurs handicapés au sein de l'entreprise et aussi d'accompagner les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et en leur offrant un certain nombre de services. Et en termes de BOTH, pour BV France, c'est à peu près 330 BOTH au 31/12. En termes de situation, au moment où on est sorti de l'accord, effectivement, pareil, on n'était pas isolé parce qu'on avait participé à beaucoup d'animations ou de salons et autres. Mais pour autant, c'est vrai qu'il a fallu tout reconstruire, tous nos process en interne, notamment du fait du budget. Et on a essayé plusieurs choses. Donc là, l'organisation sur laquelle on s'est arrêté pour l'instant, c'est que la mission handicap est au niveau central, je suis seul dessus, mais il y a des réseaux d'ambassadeurs qui sont chargés de diffuser ce qui est fait et aussi de nous remonter les idées du terrain et ce qui manquerait par rapport à notre politique handicap. Et on a aussi des référents et on compte beaucoup sur les RRH de chaque société pour accompagner les managers et accompagner les gens au quotidien. Très bien. Merci Frédéric pour cette présentation. Jérémy, on vous laisse la parole. Oui, bonjour. Alors du coup, Covea, c'est un groupe d'assurance mutualiste engagé sur le sujet, fortement sur le handicap. C'est un groupe qui regroupe les marques MAF, MMA, GMF et l'assistance Fidelia, un groupe de plus de 21 000 collaborateurs avec des 3 sites principaux que sont Levallois, Le Mans et Niort, mais avec des collaborateurs répartis France entière et dans les Drômes notamment. Donc un périmètre assez large avec une multitude d'interlocuteurs, en effet, médecine du travail externe, notamment sur le volet du maintien dans l'emploi. La mission handicap, on a un rattachement DRH et tout est centralisé au niveau de la DRH. On est 3 à fonctionner sur la mission handicap et on partage bien entendu tout l'accompagnement et le suivi avec la santé au travail sur la mise en œuvre des aménagements de poste. Chez Covea, ce qu'il faut retenir, plus de 21 000 collaborateurs
et à 1449 exactement collaborateurs en situation de handicap sur 2024. Et on a livré un taux d'emploi à 7,43 cette année, 2024, passée, je veux dire. Dans l'organisation, on a depuis 2018 une politique très active. On a eu 2 accords agréés, mais on sollicitait déjà nous, surtout pour les collaborateurs à distance dans les agences, notamment Cap Emploi. On travaillait déjà fortement avec eux. Et 2024, c'était aussi l'occasion pour nous d'une année de transition où on a réalisé un diagnostic interne de notre politique en parallèle avec une prise de contact en amont, fin 2023, je dirais, à la sortie de l'accord agréé avec la GFIP, pour anticiper tous les effets de bord, en effet, de ce changement, à rassurer les collaborateurs et aussi à rassurer les partenaires sociaux dans la négociation. Depuis début 2025, on est sur un accord qualité de vie au travail pour 3 ans qui regroupe tout le bloc handicap au même titre que les autres sujets, égalité pro et aidance notamment. Voilà. Merci Jérémy pour cette présentation. On voit bien qu'on a voilà, 3 entreprises différentes, avec un nombre de collaborateurs différents, des organisations aussi différentes, donc c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être pour, rentrer un peu plus dans la matière et je m'adresse à Marie, donc du côté d'Evoteam, vous avez signé une convention de service sans option. Est-ce que, vous pouvez nous dire quels ont été les arguments qui vous ont fait aller, vers ce choix de convention de service sans option? Voilà, comment Bien vous sûr, avez un petit peu départagé les choses? Merci. avec plaisir. Déjà, pour nous, c'était important de signer une convention avant de choisir une option pour sceller en fait vraiment un partenariat avec la GFIP et aussi pouvoir mieux mobiliser l'offre de service. Ça nous permettait aussi de se dire que et de montrer aussi aux partenaires sociaux qu'on continuait la démarche et qu'on voulait aller plus loin qu'une politique interne, hein, et qu'on voulait vraiment bénéficier du meilleur pour notre politique. C'est important qu'on précise que c'est possible de voilà, de signer une convention de service sans option. Donc elle est signée pour 3 ans et d'activer des options en cours de convention. C'est-à-dire que si dans un an, Devoteam souhaite aller vers l'option démarche confiance ou l'option enveloppe AST, ce sera possible. Voilà, c'est une convention qui est générique et dans laquelle il y a de toute manière les options et donc la possibilité pour les entreprises de les activer ou de les désactiver en cours de convention, hein. Donc ça, c'est important aussi de le Tout à préciser. fait. Et pourquoi on s'est arrêté aux sans option? C'est parce qu'on partait d'un peu loin, on va dire, sur notre connaissance des différentes possibilités d'aide, qu'on voulait quand même déjà mieux les intégrer, mieux les comprendre, pouvoir tester des plateformes, pouvoir le vivre au quotidien, avant de pouvoir s'engager sur d'autres options. On avait vraiment envie de prendre ce recul-là et se dire, de toute façon, dans tous les cas, on a la possibilité en cours de changer et de pouvoir revoir notre choix sur les options. Voilà. Ouais. On voulait maîtriser un peu plus les différentes aides. L'offre déjà, ouais. Exactement, et offre. Frédéric, vous avez fait le choix, vous, d'une convention avec l'option enveloppe AST. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup pourquoi ce choix et comment vous vous êtes organisé aussi pour gérer cette enveloppe? Alors, quand on est sorti de l'accord, on a regardé, on a défini notre politique et on s'est dit qu'est-ce qui est important. Et pour nous, ce qui était important, c'est d'être hyper réactif et le plus réactif possible auprès des personnes reconnues travailleurs handicapés qui avaient un besoin d'aménagement de poste, hein. Chez BV, ça a toujours été une attention très forte, hein. Donc, on a voulu garder auprès de nos collaborateurs cette réactivité. Et d'une part, et d'autre part, comme on savait qu'il n'y aurait qu'une personne qui s'occuperait de la mission handicap, on s'était dit que le fait d'avoir la possibilité d'engager la somme et d'expliquer après avec la GFIP à des périodes fixes, hein, comme vous disiez tout à l'heure, ça ne nous donnait pas de charges administratives excessives. Donc, c'est vraiment les 2 aspects qui nous ont intéressés. Et comme Marie, il y avait aussi,
pourquoi pas la confiance, et on s'est dit que ça nous permettrait aussi de mieux comprendre la GFIP, les services qu'il y avait avec et tout, et de nous faire notre culture sur ce thème qui nous était pas très connu du fait des accords auparavant. Mm. Mm. On voit bien. Peut-être nous dire, Frédéric, combien à peu près d'aménagements du coup sont gérés dans l'enveloppe, hein? C'est quoi l'ordre de grandeur? Les questions que vous m'avez posées, c'était sur 3 ans. Donc, sur les 3 dernières années, on en a fait une centaine à peu près. Donc, bon an, mal an, on en fait une trentaine par an. Ça va du bureau jusqu'à la voiture, enfin tout ce qui est possible et imaginable. On est en train de regarder en ce moment pour un exosquelette pour un de nos salariés, et que c'est des choses très particulières. Enfin, ça peut être très générique comme très particulier. Merci. Alors, pour Covea, Jérémy, vous avez fait le choix de la démarche confiance. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous dire quels sont les arguments qui ont penché en faveur de cette option? Alors oui, ben nous aussi, en fait, on avait une attention particulière pour servir les collaborateurs dans les aménagements de poste. Il y avait une demande forte des élus aussi que ce changement déstabilise pas non plus toute notre organisation. Et nous, en interne DRH, on souhaitait aussi trouver cette agilité parce qu'il y avait une tâche administrative supplémentaire de l'ordre des dépôts de ces dossiers ou alors le suivi. Donc on est plutôt parti sur l'option démarche confiance, pas la ST, parce qu'en fait on avait plus de difficultés à jouer sur 2 lignes budgétaires. Et là, je rentre dans des tambouilles un peu internes, mais c'était plutôt facilitant pour nous d'agir avec la démarche confiance. Et en plus de ça, on souhaitait aussi se professionnaliser sur les aides de la GFIP. Donc en fait, on a tout centralisé au niveau de la mission handicap et on est en vitesse de croisière. On a déposé 139 dossiers sur 2024, qu'on a signé en 2024 la convention. Il faut aussi partager le fait qu'on est sur une volumétrie de plus de 400 aménagements de postes par an, en fait, sur la population handicap. Clairement, nous, on amène en cofinancement de la GFIP tous les dossiers qu'ils nécessitent. On ne les passe pas tous dedans parce qu'on veut avoir aussi une certaine agilité et on a aussi une enveloppe budgétaire assez importante qui est gage de l'engagement du groupe sur le sujet et de la politique, en fait. Donc, en fait, on a vraiment, c'est un plus, en fait, pour nous, le cofinancement à GFIP, j'ai envie de dire. On voit bien que le choix des options se fait aussi en fonction de l'organisation de la mission handicap, hein, de Mmh. l'entreprise ou du groupe. On a une question alors qui peut-être qu'on peut adresser à Frédéric, Oui. sur le tableau, Excel, de reporting de cette enveloppe AST puisqu'en effet, voilà, on fait des bilans, hein, dans le cadre de l'enveloppe AST. On vous demande de compléter un tableau Ouais. Excel, en effet, qui reprend tous les champs qui sont demandés sur notre plateforme digitale, hein, comme si vous aviez déposé un dossier sur la plateforme digitale. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que vous avez dû mettre en place une organisation particulière, Frédéric? Est-ce que vous pouvez témoigner là-dessus? Alors, il est impressionnant, effectivement, le tableau, parce qu'il y a plein de choses, mais je dirais qu'il n'est pas lourd en soi. C'est le circuit d'info qu'il faut mettre en place qui est important. Nous, il a fallu qu'effectivement qu'on s'organise en fonction. Comme je le disais, on a énormément de sites, donc pour faire livrer des fauteuils ou faire aménager des locaux à tel ou tel endroit, ça nécessite un circuit d'information qui est fiable, qui est stable. D'une part, avoir bien l'information que les gens sont en train de le faire. Nous, on avait des managers qui plein d'enthousiasme, le faisaient de leur côté et c'était fait, hein. Donc le service aux salariés était rendu, mais nous, on n'avait pas l'info, on ne pouvait pas présenter le dossier à la GFIP dans les temps. Donc il a fallu bien se mettre d'accord avec les services comptables, avec notre service qui réserve qui gère les rendez-vous médicaux et que tout nous remonte. Et dans un premier temps, on avait confié cette tâche aux RRH locaux dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en fait, dans un deuxième temps, pour plus de fiabilité, j'ai tout repris. Et c'est moi qui suis le contact unique de tous les Cap emploi, de tous les fournisseurs, de façon à suivre ce dossier et pouvoir présenter les documents afférents, les bons de commande et les factures. Donc Et tant qu'on n'a pas fait ces 2 essais, on n'était pas suffisamment réactif et j'ai présenté des dossiers assez tardivement à la GFIP.
Oui, ce point est important. Ça veut dire que dans la réflexion que vous pouvez avoir avant la fin de votre accord, il faut aussi du coup tenir compte de ces paramètres en termes d'organisation et de voir aussi finalement quel est le circuit qu'il va falloir mettre en place et quelle charge administrative ça représente ou pas. Et ça fait partie, bien sûr, finalement, du choix in fine d'aller ou pas vers ces options, hein. Donc il y a une préparation, une réflexion Mais- en amont à mettre en place, hein. Et là, il y a une question, c'est pourquoi ne pas remplir Oui. directement Digit Hall, Caroline, si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Ouais. L'intérêt, c'est que quand on remplit le dossier Digital, c'est vraiment un par un et chaque dossier est fait un par un et séparément. Tandis que là, quand on présente le tableau à la GFIP, on présente tout en bloc et tout est géré au même endroit. Moi, en termes de suivi, je trouve ça beaucoup plus simple. Mm. Oui, et puis ça vous permet d'avoir, d'être autonome en fait, d'avoir une Exactement. avance sur trésorerie, c'est-à-dire que vous gérez vos aménagements. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'accord de la GFI pour mettre en place Voilà, et l'aménagement. plus la réactivité. La réactivité, voilà, ça vous permet de garder cette réactivité-là. Quelles éventuelles difficultés vous avez rencontrées dans la mise en place de cette convention et de ces éventuelles options et comment vous y avez répondu? Marie, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que ça a été plutôt fluide? Euh, voilà. Alors, non, la difficulté, c'était de faire le choix, je dirais, Ouais, mais sinon, une fois que le choix a été posé, aucune difficulté, hein. ok. Frédéric, Jérémy, est-ce que vous pouvez Bah, moi, nous... j'ai répondu en partie, hein, c'est vraiment la gestion de Hmm. l'information, suivre des dossiers qui sont partout en France en même temps, remonter l'info et le présenter au bon moment dans le tableau. Moi aussi, je suis d'accord, il n'y a pas de difficulté. C'était très fluide avec la GFIP, notamment, je tiens à le souligner. Après, c'est plutôt de bien anticiper, bien préparer les acteurs, tant RH et puis les partenaires sociaux sur ce changement, en fait, parce Hmm. que c'est un partage de responsabilité aussi dans chaque bout de la chaîne, en fait, j'ai envie de dire, pour avoir les éléments. Donc, en fait, il a bien fallu processer, nous aussi, en interne, ce qu'on attendait, par exemple, de la santé au travail sur les éléments dossiers pour que la mission handicap, tout de suite dans Digital, saisisse. Et en fait, ça prend 10 minutes une fois qu'on a tous les éléments, en fait, hein. Voilà. En tout cas, nous, on a trouvé notre agilité sur le sujet, mais en tout cas, il faut bien préparer l'ensemble de l'entreprise, les acteurs sur le sujet avant. Hmm. Justement, à propos de cette préparation en interne, combien de temps finalement en amont pour avoir tous ces finalement toutes ces connexions qui vont bien se réaliser ensuite, à peu près combien de temps Moi, je dirais bien 5-6 mois, en fait, hein. Enfin, nous, on a pris 5-6 mois, on a commencé, on a anticipé avant fin 2023, avant la fin de l'accord, avec les premiers échanges. Ensuite, caler ça en interne, on va voir en codir RH aussi. Donc, on a signé la convention à effet rétroactif avec la GFIP, pas avant début avril ou mai, je sais plus, en Mmh. 2024. Donc, en fait, il faut bien tout ça, ce temps de préparation, ouais. Après, ça va être fonction aussi de la taille de l'entreprise, de l'organisation. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein. Hmm. Dans le calendrier, c'est vrai qu'il y a le calendrier des instances aussi qui est important à anticiper, en particulier pour les groupes, hein, puisque pour les groupes qui souhaitent aller vers une convention de service, c'est une information au comité de groupe. Mm. Et donc, on sait qu'il n'y a pas de comité de groupe tous les mois. Donc ça, c'est quelque chose à anticiper dans le calendrier des instances. C'est peut-être un peu plus facile pour les entreprises, puisqu'il voilà, il y a des CSE un peu plus souvent. Mais voilà, c'est pour ça qu'on contacte, nous, les entreprises, dès le deuxième trimestre en général de l'année. Mm. Ça permet voilà, d'abord de les informer sur tout ce que la GFIP propose et puis ensuite de les accompagner jusqu'à leur sortie d'accord et cette décision d'aller ou pas vers la convention de service, les options, de calibrer l'enveloppe pour les entreprises qui souhaitent aller vers cette option, etc. Quelles ont été votre anticipation, vous, Frédéric, sur Bureau Veritas? C'est pareil, ça a été comme, à peu près comme Covea? Nous, non, on a commencé la réflexion post-accord, au moment où très concrètement on s'est dit on fait quoi? C'est vrai que c'était pas, j'y étais pas, donc Oui. j'imagine.
Mais pour autant, on a signé le 22 juillet de mémoire, le 22 juillet de l'année dernière. Et pour ça, il a fallu passer dans les CSE d'une dizaine ou une quinzaine de sociétés différentes. Il a fallu en parler au CODIR France, parler au CODIR de chacune des sociétés. Effectivement, ça prend du temps d'organiser tout ça. En termes Marie, Oui, pardon. En termes d'accompagnement de la GFIP, et donc on l'a vu dans le calendrier, on propose d'abord des webinaires, des ateliers, et puis en parallèle, on amorce des entretiens en bilatéral pour répondre aux questions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a aidé dans votre réflexion? Clairement, Alors, oui, en fait. Oui. Ah, vas-y. pardon. Vas-y, pardon. Oui, oui, clairement, nous, à notre niveau, ça nous a bien aidé. En fait, la GFIP a été très réactive pour les questions qu'on pouvait se poser. Et on avait des supports aussi. On nous a donné quelques supports de présentation. On a pu s'en servir aussi pour structurer les éléments de langage aussi à faire passer, notamment aux partenaires sociaux qui avaient vraiment besoin beaucoup d'être assurés. C'était pas la fin de la politique handicap, c'était une Oui. brique en plus sur le sujet. C'est surtout ça, en fait. En tout cas, non, pas de. Ça a bien été accompagné, anticipé à notre niveau. Oui, Marie, puis on vous a eu souhaitez- une demi-journée de formation qui était intéressante aussi. Ça permettait de se mettre au premier niveau d'information, même si ça fait beaucoup d'informations le jour même. Et il a fallu, avec les cas pratiques, reposer plein de questions. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'adresse mail dont on a parlé tout à l'heure. Oui, vous C'est fait avez. pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Frédéric, du coup, parle je pense, de l'atelier Oui, d'appropriation sur l'enveloppe AST, exactement. puisque quand vous choisissez cette option-là, il y a un atelier d'appropriation qui est obligatoire, qui dure en effet 2 heures et demie, parce qu'on prend le temps de vous expliquer vraiment dans le détail cette aide, puisque vous allez être autonome en fait pour gérer vos aménagements, pour faire le calcul de la part prise en charge par la GFIP, etc. Voilà, donc on vous présente des cas concrets, des études de cas, on vous fait travailler un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette aide. Donc voilà, c'est un petit investissement temps pour l'entreprise, mais je crois que c'est aussi un gain de temps après, puisque ça vous permet d'être autonome sur les aménagements. Ouais. Marie, vous souhaitiez compléter cette partie-là? Alors, du coup, on a un peu tout dit, mais c'est vrai que les différents webinaires ont été assez riches et nous ont donné vraiment une ouverture sur les différentes possibilités. Et après, moi, je l'ai complété. On avait fait des points individuels, Caroline, pour vraiment rentrer un peu plus dans le détail, poser, creuser. Donc ça, on l'a fait en 2 temps et ça a été vraiment une aide précieuse pour comprendre et construire du coup la suite. Si vous aviez des conseils pour terminer les questions qu'on souhaitait vous poser, si vous aviez voilà, 1 ou 2 conseils à donner aux entreprises qui sont là aujourd'hui pour préparer leur sortie du dispositif des accords agréés, quels seraient-ils? Ne Déjà pas avoir participer au peur. webinaire, je pense que c'est Voilà. clé. Je pense que c'est la première étape. Enfin, il y en a quand même, il y en a quand même plusieurs. Ils sont bien expliqués. Ça donne vraiment une overview et de pas hésiter de creuser si c'est pas clair, d'anticiper aussi, je pense, de pas attendre le dernier moment pour réfléchir sur le sujet. Mm. Et puis, je dirais aussi, peut-être aussi se reposer aussi sur avoir une réflexion sur vos pratiques en interne, en fait, avec un petit diagnostic interne ou en lien avec la GFIP. C'est quand même assez hyper aidant, en fait. Faire un bilan des accords passés Mm. éventuellement et puis reposer un peu l'organisation, les process, etc. Ouais. Exactement. Frédéric, est-ce que vous souhaitiez Non, je suis partager? vraiment d'accord. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça nous a obligés, mais en même temps permis de réfléchir sur nos process, comment on faisait au quotidien et vraiment aller dans le détail, qui intervient. Moi, je me souviens de quelques situations qui sont restées comme ça, stagnantes, chacun pensant que c'était l'autre qui intervenait. Et donc, de façon à éviter ça, c'est important de bien écrire. Nous, on a fait des, des graphiques avec des flèches, qui fait quoi, dans quelles circonstances, et ça nous a vraiment aidé après. Mm.
Très bien, merci à tous les trois pour ces témoignages. Ce qu'on vous propose, c'est de répondre aux questions. Peut-être qu'on peut enlever le partage d'écran. Et puis, alors, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions dans le fil de discussion. S'il y en a qui souhaitent prendre la parole directement, vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous poser vos questions ou alors ou poser vos questions aux entreprises qui sont là. Profitez-en. Elles peuvent répondre aux questions ou alors nous poser vos questions dans le fil de discussion. Alors, il y a une question. Oui, Isabelle. Oui, bonjour à tous, Isabelle Monoprix. J'avais une question en ce qui concerne la sensibilisation. Donc on est sur un autre des axes, dans le cadre de notre politique handicap. J'ai souvenir qu'à une époque, quand on faisait de la sensibilisation, on pouvait la déduire, de la subvention, enfin de ce qui est versé, quand on n'atteint pas le taux de 6 %. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on pourra l'utiliser ou pas? Pardon, je vais peut-être mettre ma caméra, c'est plus sympa. Alors vous êtes sur la valorisation au titre des dépenses déductibles, la 3e dépense déductible, qui, englobe effectivement la possibilité de valoriser, des actions de sensibilisation dès lors qu'elles, s'inscrivent dans le cadre d'une embauche effective ou à venir ou d'un maintien en emploi. Donc, il est possible de valoriser une action de sensibilisation qui s'adresse à l'ensemble des salariés ou à une partie des salariés, dès lors voilà, qu'elle s'inscrit bien dans une embauche effective ou à venir ou d'un maintien en emploi. Et après, ça peut être à travers différents supports, on va dire. Ça peut être des troupes de théâtre, ça peut être des affiches, ça peut être plein de choses. D'accord, très bien. Par ailleurs, Merci. la GFIP met à disposition aussi un certain nombre d'outils qui permettent de sensibiliser. Bon, je pense évidemment à l'ActiveBox qui tous les 2 mois à peu près, que vous recevez automatiquement quand vous êtes dans le réseau des référents handicap ou sur Activateur de progrès, vous le recevez automatiquement. Et là, vous avez un certain nombre de choses qui vous permettent aussi d'agir sur la partie sensibilisation des salariés. D'accord, très bien, merci. Peut-être d'autres questions? N'hésitez pas justement, profiter de la oui, présence de nos 3 il y a une main levée. intervenants. Alors Solène. Solène, ouais. Oui, bonjour. Alors, j'ai une Bonjour. question qui est très précise. Donc, Solène Fonta pour Lactalis. Donc, concernant la condition en fait d'information ou de consultation du CSE ou comité de groupe. Donc, nous, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va falloir soit consulter absolument tous les CSE d'établissement, ou bien une information au comité de groupe suffit, sachant qu'on a aussi une commission sociale groupe. Et donc voilà, est-ce qu'il faut aussi consulter la CSG ou pas? Une information de groupe, comité de groupe, est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. C'est-à-dire Ok, que c'est soit vous êtes une entreprise et on demande un avis du CSE, soit une information au comité de groupe. Donc, si vous avez la possibilité de passer le sujet, de présenter ce sujet-là en comité de groupe et de faire cette information-là, voilà, le PV de cette instance nous suffit. Je crois que c'est Frédéric tout à l'heure qui disait qu'il était passé, lui, dans différents CSE, mais parce que je pense qu'il n'a pas eu la possibilité de le présenter en comité de groupe. Il n'y a pas de groupe. notion juridique de groupe. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ok. il y a certaines entreprises qui passent dans différents CSE, mais quand vous êtes un groupe, voilà, une information au comité de groupe suffit. Ok, merci beaucoup. Et bien anticiper, voilà, finalement le calendrier, parce que ça peut prendre du temps, enfin en tout cas quand la taille du groupe est importante. Donc il faut un petit peu anticiper cet aspect-là aussi, calendrier, pour bien cadencer les choses. Ouais, Alors il y a une merci beaucoup. question d'Isabelle, je vous en prie, une question d'Isabelle. Bonjour, donc je suis responsable mission handicap pour Expléo. Donc nous sommes un groupe d'entreprises. Donc d'un côté, je pilote un accord qui se termine
en fin d'année 2025 et ensuite, pour certaines filiales, elles n'ont pas d'accord. Donc, je me demandais, est-ce que c'est possible de signer une convention AST? Enfin, c'est ce que je voudrais proposer pour faciliter et uniformiser les pratiques au sein de notre groupe. Est-ce que c'est possible de faire une convention AST qui regroupe et l'entreprise qui sort d'accord à aujourd'hui et les autres établissements qui n'avaient pas d'accord précédemment? Oui, c'est possible. Alors, c'est une convention de service, éventuellement avec l'option enveloppe AST. Oui. Oui, c'est. Alors, en général, on signe les conventions de service sur le même périmètre que l'accord, mais si vous souhaitez intégrer d'autres entreprises ou d'autres établissements, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est vous qui nous dites au départ quelles entreprises ou quels établissements vous souhaitez intégrer dans le périmètre de la convention de service. Donc, c'est tout à fait possible d'intégrer et l'entreprise qui sort d'accord agréé et d'autres établissements éventuellement ou d'autres entreprises. Tout à fait Ok, très possible. bien. C'est vous qui Merci. choisissez le périmètre. Ouais. Alors, il y a des questions. Oui, les actions de sensibilisation ne rentrent pas dans le cadre de la convention de service, hein. Dans la convention de service, le périmètre, c'est vraiment les aides à l'employeur. Donc, les aides dont on a parlé tout à l'heure, aides à l'employeur. Alors, pas que aménagement de poste, hein, puisqu'il y a d'autres aides à l'employeur que propose la GFIP, l'aide, en particulier les aides à l'alternance, l'aide à l'accueil, à l'intégration, à l'évolution professionnelle, et puis les services d'études ergonomiques et d'appui spécifiques. Mais c'est vraiment uniquement les aides à l'employeur. Marie, vous souhaitiez compléter peut-être? Alors, j'avais une question pour le coup, Ouais. par rapport à l'enveloppe pour la démarche. Est-ce que ça peut se faire en cours d'année ou est-ce que ça doit commencer sur une année civile dès janvier, en fait, la mise en place du budget et de l'enveloppe? Oui, c'est possible en cours d'année. Alors, bon, c'est toujours plus simple de partir sur une année civile, mais c'est tout à fait possible de faire ça en cours d'année. Dans ces cas-là, on proratise, hein, en fonction du nombre de mois qui restent dans l'année, en fonction de aussi si l'entreprise a déjà déposé des dossiers sur notre plateforme digitale, par exemple. Voilà, on proratise l'enveloppe dans ce cas-là. Mais oui, c'est possible d'activer les options en cours d'année. Après, c'est toujours plus simple en début d'année. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 4 minutes avant la fin de cet atelier. N'hésitez pas. C'est le moment si vous avez des questions. Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Si vous souhaitez témoigner, hein, éventuellement. Alors, comment est définie l'enveloppe financière AST? Alors, pour calibrer l'enveloppe, on prend en général vos dépenses des 3 dernières années. Alors, oui, je ne sais pas si c'est la question. Oui, si, c'est ça, je pense. Donc, voilà, on prend vos dépenses des 3 dernières années, on fait une moyenne de ces dépenses, donc juste en termes d'aménagement de situation de travail, hein, on est vraiment là-dessus. Et on prend 80% de cette moyenne. Alors, pourquoi 80%? Parce que ça représente à peu près la part compensation du handicap, puisque vous savez que la GFIP n'intervient que sur la part compensation du handicap. Voilà. Après, on adapte, hein, c'est pareil, il y a certaines entreprises qui nous disent l'année 2022 ou l'année 2023 n'est pas significative pour telle ou telle raison. Dans ces cas-là, on prend juste les 2 dernières années. Il faut que ça soit pertinent. Voilà. Il y a des entreprises qui nous disent aussi, ah bah oui, mais j'ai beaucoup de RQTH là en cours, donc j'ai potentiellement pas mal d'aménagements de postes qui vont se faire l'année prochaine. Donc voilà, on calibre vraiment en fonction des besoins de l'entreprise. Et comme on le disait tout à l'heure, de toute manière, on réajuste autant que de besoin cette enveloppe. C'est-à-dire que voilà, on calibre en début de convention. Si on se rend compte en milieu de convention que vous avez dépensé l'ensemble de votre enveloppe, eh bien, on la réajuste autant que de besoin. Alors, on a mis le… Oui, pardon. Oui, non, il n'y a plus de questions. J'ai mis le lien vers le questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre quelques minutes après cet atelier pour répondre à ce questionnaire, ça nous permet toujours d'améliorer nos interventions. Et puis, de toute manière, on vous enverra, vous recevrez d'ici quelques jours le support de présentation. Et cet atelier étant enregistré,
vous pourrez, si vous le souhaitez, le revoir. Je redis aussi vous avez à disposition sur notre service d'appui à la professionnalisation un module en e-learning sur la convention de service. Si vous souhaitez, c'est un petit module qui dure 30 minutes que vous pouvez vraiment faire à votre rythme, qui présente la convention de service. Si vous avez besoin ou si vous voulez le transmettre à d'autres personnes, n'hésitez pas. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci encore à nos 3 entreprises d'avoir témoigné. Merci beaucoup d'avoir Merci pris à le vous. temps de Avec témoigner plaisir. aujourd'hui. Avec plaisir. Merci encore. Merci, bonne effectivement, journée. bonne c'est journée. Merci, Bonne au journée à revoir. tous. Voilà, Au c'est revoir. Merci, au précieux revoir. pour les entreprises qui vont Bonne sortir journée. bientôt. Au revoir, bonne Merci journée. à À très vous, au revoir. bientôt. Et puis, bonne URRH à tous, parce qu'il y a Merci. d'autres ateliers webinaires, donc très bonne Merci. URRH. À Merci, au bientôt. revoir. Bonne journée à tous. Merci Au revoir. encore, au revoir.